31 000 $, c'est le budget estimé pour produire un épisode de Peppa Pig, un prix ridicule comparé aux 13,8 millions dépensés à chaque épisode d'Arcane. Pourquoi ça coûte si cher? Est-ce que c'est pour créer une œuvre vraiment artistique ou bien juste pour se faire encore plus de bravas? Eh bien pour mieux comprendre, on va se pencher sur des créations dans 3 secteurs, les séries d'animation, les films d'animation et enfin les films en motion capture. Moi, c'est Quano et on va commencer par les films d'animation. Le secteur de l'animation au cinéma traverse une véritable révolution. Pendant 20 ans, le but de ces films était de nous présenter un style graphique réaliste. Des productions telles que Toy Story 2 ou 3 nous immergeaient dans leur univers car il était visuellement très proche de la réalité. Mais le succès en 2018 de Spider-Man Into the Spider-Verse a tout changé. Ce film, il a prouvé à l'industrie que le public recherchait maintenant des styles visuels uniques. Fini la 3D standard car la nouvelle mode, c'est une esthétique qui mélange 2D et 3D, donnant l'impression de regarder une bande dessinée. Et ce bouleversement artistique pousse certains studios à réinventer leurs moyens de production, ce qui coûte cher. Et je ne peux pas faire une vidéo qui parle des gros budgets dans l'animation sans vous parler des 2 films Spider-Verse. 190 millions de $, c'est le budget qu'a dépensé Sony Pictures Animation pour nous produire Into et Across the Spider-Verse, une somme astronomique, tout juste assez pour payer ce que je dois à l'URSSAF chaque trimestre. Clin d'œil, clin d'œil. Si ce chiffre vous semble élevé, cela peut s'expliquer par les raisons suivantes. Premièrement, l'invention de nouvelles technologies. Sony Pictures a dû créer des logiciels entièrement nouveaux. En effet, contrairement aux productions classiques où l'ordinateur effectue un travail pour lisser et harmoniser les images, eh bien ici, on a forcé la machine à simuler des erreurs volontairement. Cela implique que l'aspect visuel des Spider-Verse est hyper dynamique. Il n'y a absolument rien d'uniforme. Mais ce placement d'irrégularité effectué par l'ordinateur sert également à appliquer des lignes dessinées à la main sur des modèles 3D. C'est pour ça qu'on a l'impression de regarder un cartoon ou une bande dessinée. Ce processus qui redéfinit complètement les standards de l'animation est extrêmement coûteux, mais ce n'est pas seulement ça qui a fait dépenser énormément de quicheta au studio Sony Pictures. La main-d'œuvre est massive. Pour vous donner un ordre d'idée, afin de produire Across the Spider-Verse, plus de 1000 artistes ont travaillé sur le film. C'est l'une des plus grosses équipes jamais réunies pour un film d'animation. La complexité était telle qu'une seule seconde du film pouvait prendre une semaine entière de travail à un animateur. Juste rendez-vous compte de la folie. Le mec passe une semaine de sa vie pour produire une seconde d'animation. Ça fait bader. De plus, Across the Spider-Verse, donc le deuxième film, additionne de nombreux styles visuels différents. Chaque univers visité possède ses propres règles de physique et son propre moteur de rendu. Bon, ce sont des mots compliqués qui veulent juste dire que graphiquement, le film change constamment. Par exemple, voici Spider-Punk, mon GOAT! Je surkiffe ce personnage, j'aimerais tellement être comme lui dans la vraie vie. Et excusez-moi, je me suis un peu emporté. Ce personnage issu d'un comics arbore un style de papier qui change en fonction de ses émotions, ce qui demande un effort constant d'adaptation technique. C'est le même principe que pour le monde de Gwen Stacy, qui est fait à base d'une magnifique aquarelle vivante et expressive. C'est sans doute l'univers le plus poétique et techniquement le plus audacieux du film. Ici, les décors semblent peints à la main. On y voit des traces de peinture qui a coulé et des contours flous. C'est un monde qui est dit émotionnel. Contrairement aux univers classiques, celui de Gwen ne respecte pas une colorimétrie fixe. C'est-à-dire que les couleurs changent en temps réel selon les émotions des personnages. Par exemple, si Gwen ressent de la tristesse ou de la peur, l'arrière-plan peut devenir bleu. Pendant une scène de conflit, les couleurs sont rouges et angoissantes. Et ainsi, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis curieux de savoir quelle couleur sera dominante lorsque Miles viendra visiter ce monde. Visuellement, il n'y a rien de plus conceptuel et abstrait. Les détails disparaissent souvent pour laisser place à des grandes masses de couleurs afin de focaliser l'attention sur le personnage au centre de la scène. C'est un style très impressionniste où le ressenti est plus important que le réalisme. Ce choix artistique a été l'un des plus complexes à réaliser pour le studio Sony car il a fallu encore une fois apprendre aux ordinateurs à simuler la fluidité de ce nouveau style graphique. D'ailleurs, petite parenthèse perso, j'ai absolument adoré ce monde car je suis un grand fan de Jojo, un animé qui lui aussi n'a pas peur de changer la colorimétrie des personnages à sa guise. Donc au final, ces budgets énormes qui ont été alloués au film Spider-Verse peuvent s'expliquer par une complexité artisanale hors du commun. Dans ces films, chaque image, chaque frame était traité comme une œuvre d'art individuelle. Sauf que, avec Into the Spider-Verse qui a coûté 90 millions et Across qui en a coûté 100 millions, vous allez être surpris de vous rendre compte que ces sommes-là ne représentent presque rien du tout face au budget astronomique qui a été dépensé pour les autres œuvres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et il y a un film d'animation en particulier qui a coûté 2 fois plus cher que Across the Spider-Verse, un film pour lequel vous n'auriez jamais imaginé qu'il coûte aussi cher, c'est Vice Versa 2.
C'était la pire chute du YouTube Game. Je suis officiellement éclaté pour faire du suspense. Si la franchise de Spider-Verse a été une révolution sur l'aspect visuel, et ben Vice Versa 2, de son côté, sorti en 2024, a battu tous les records en devenant le film d'animation le plus rentable de l'histoire du cinéma. Ce long métrage, il a dépassé les 1,6 milliard de dollars de bénéfices. Et vous savez ce qu'on peut faire avec 1,6 milliard de dollars? On peut s'acheter une île privée. Et vous savez ce qu'on peut faire avec une île privée? On peut effectuer une évasion fiscale comme Tom Nook dans Animal Crossing New Horizons pour ne plus avoir à payer ses impôts en France. Et il faut vraiment que j'arrête avec les blagues sur les impôts en France. Voici pourquoi Vice Versa 2 est fascinant et pourquoi son coût de production est si impressionnant. Le film nous replonge dans l'esprit de Riley, elle est désormais âgée de 13 ans. Et alors que les émotions d'origine, joie, tristesse, colère, peur et dégoût pensaient avoir tout sous contrôle, une alarme retentit, c'est la puberté. Sans rentrer dans les détails parce que je vous conseille d'aller voir le film pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, il y a 4 nouvelles émotions qui font leur apparition. Premièrement, on a Anxiété, la nouvelle leaduse, qui est doublée en VF par Dorothée Pousseau, ma doubleuse préférée de toute la vie. Voilà, c'était l'instant fanboy. Ensuite, on a Envie, elle est petite, mais elle a des yeux immenses. Contrairement à Embarras, qui lui est vraiment immense tant par sa taille que par sa timidité. Et enfin, on a Ennui, qui est une fille. Non, je précise parce que la première fois que j'ai regardé le film, je pensais que c'était un garçon, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe. Donc le scénario de ce film est très prenant et très intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la thune. Vice Versa 2 a coûté environ 200 millions de dollars. C'est gigantesque, et laissez-moi vous expliquer ce qui justifie une telle dépense de la part de Pixar. La première raison, c'est le perfectionnisme technologique. Pixar ne s'est pas contenté de juste modéliser des modèles 3D, non, ils ont inventé des textures. Pour ce film, encore plus que pour l'opus précédent, ils ont dû simuler de nouveaux types de matières. On peut prendre pour exemple la peau des émotions, qui est faite de mini-particules d'énergie effervescentes. Rendre ces millions de petits points lumineux stables et fluides demande une puissance de calcul et des logiciels extrêmement coûteux. Et heureusement, le résultat est au rendez-vous. Ne voyez pas ça en bizarre, mais j'ai tellement envie de caresser Colère, il a l'air tellement doux et moelleux. Je suis sûr que je suis pas le seul, dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. La deuxième raison est la complexité des décors mentaux. Des endroits comme le flux de pensée ou le système de croyance sont compliqués à animer, mais surtout à conceptualiser. Le système de croyance, c'est sans aucun doute l'ajout le plus impressionnant visuellement. Il est situé dans les profondeurs de l'esprit de Riley et il ressemble à un dôme composé de fils lumineux, ce qui évoque explicitement un réseau de neurones géants. Chaque fil vibre lorsqu'une pensée est activée, et techniquement, ça devait être un cauchemar à animer, car il fallait gérer des centaines de sources de lumière translucides en même temps. Pourquoi est-ce que ces décors coûtent si cher? Eh bien parce qu'ils ne sont pas de simples images de fond, ils sont interactifs et ils réagissent au mouvement des personnages. Et enfin, la troisième raison, c'est le temps de production. Un film Pixar, c'est environ 4 à 5 ans de travail pour des centaines d'artistes salariés à plein temps dans la Silicon Valley. Et là-bas, les salaires, ils sont pas petits, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut pouvoir en dépenser de la quicheta pour payer autant de monde pendant autant de temps. Et pourtant, le budget de Vice Versa 2 est bien plus bas que celui du film d'animation standard qui a coûté le plus cher de l'histoire. Et il s'agit de Réponse, ma princesse Disney préférée, et ses 260 millions de dollars. L'histoire autour de la création de ce film est trop belle, et une fois que je vous aurai tout expliqué, vous verrez que ce budget si élevé est complètement justifié. En fait, Réponse, elle a sauvé Disney Animation. En effet, en termes d'animation 3D, Pixar mettait une vitesse à ce studio. Et même si Disney a racheté Pixar en 2006, il ne fallait pas que cette big entreprise se repose sur ses lauriers et compte uniquement sur Pixar pour produire ses films d'animation. Réponse est donc venue prouver à tout le monde que Disney Animation en avait toujours sous le capot. D'autant plus que ce long métrage, il est sorti pour célébrer le 50e classique de Disney. Et pour information, un classique Disney, c'est un véritable concept, et c'est super intéressant. Cette petite bande dorée qu'on pouvait apercevoir sur le haut des DVD, vous vous en souvenez? Eh ben, vous vous rappelez peut-être que certains films l'avaient, mais pas d'autres. C'est pas tous les films Disney qui ont le droit à ce titre. En fait, il y a une liste officielle et numérotée qui désigne les longs métrages de prestige qui ont été produits uniquement par le studio Walt Disney Animation. Ainsi, les meilleurs films de Pixar comme Toy Story ou Le Monde de Nemo, bien qu'ils puissent être qualifiés comme prestigieux, on ne peut pas les mettre dans cette liste. Il en va de même pour les films en live action, comme le superbe La Belle et la Bête avec Emma Watson, ou bien plus récemment le merveilleux Blanche-Neige live action avec Rachel Zegler. Bah moi j'ai kiffé, ne me jugez pas. Les suites de classiques qui sont sorties uniquement en DVD mais pas au cinéma n'ont eux non plus pas le droit à ce titre. Oh zut, les célèbres Cendrillon 2, La Petite Sirène 2 et Aladdin 2 ne sont donc pas aussi prestigieux que ce que je pensais. Et je parle de ce Aladdin 2, non pas toi Kev Adams. Va-t'en Kev Adams. Tous les classiques de la liste portent un numéro. On a par exemple Blanche-Neige qui est numéro 1, Le Roi Lion qui est numéro 32 et aujourd'hui en 2026 on en compte 64. Réponse qui était donc le 50e classique avait beaucoup de pression sur ses épaules. Cette pression
pression de devoir sortir un film à la hauteur a eu pour conséquence un développement infernal. 10 ans de travail. Pour vous dire, le projet a débuté en 2001 sous le nom de Rapunzel and Brady, ce qui signifie en français réponse des cheveux non tressés. Donc plus clairement, réponse cheveux démêlés. Le projet a été annulé, puis repris et réécrit, on a changé de direction artistique du tout au tout, et ce pendant presque 10 ans. Chaque équipe de scénaristes, d'animateurs qui ont été payés pendant cette décennie a fait grimper la facture finale, même si leur travail n'apparaît techniquement pas dans la version qu'on connaît. Le gros défi de ce film, c'était de réussir à animer correctement les 21 mètres de cheveux qui composent la chevelure de Réponse. C'était un cauchemar technique, parce que à l'époque, aucun logiciel ne permettait de gérer une telle masse de manière réaliste. C'est-à-dire que c'était compliqué de faire en sorte que les cheveux ne se traversent pas, de faire en sorte qu'ils réagissent bien à l'eau ou bien au vent. C'était une galère de faire en sorte qu'ils s'enroulent correctement autour des objets. Disney a dû inventer un logiciel spécifique appelé Dynamic Wires, traduction des fils dynamiques, et une équipe entière de docteurs en physique et de mathématiciens a travaillé sur cette chevelure pour faire en sorte que les 140 000 mèches bougent naturellement. Mais une fun fact tout aussi intéressante que j'ai appris en écrivant le script de cette vidéo concerne les lanternes. Cette scène douce et romantique entre Eugène et Réponse est sûrement l'un des moments les plus techniquement complexes de l'histoire de l'animation à l'époque. Vous vous demandez où est le problème là, pas vrai? 46 000, c'est le nombre de lanternes qu'il y a à l'écran actuellement. Il y a des lanternes qui sont mieux modélisées que d'autres et certaines qui sont juste des petits points, c'est normal, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles produisent chacune une source de lumière. Et alors ce nombre complètement déraisonnable, il a été communiqué dans une vidéo fun fact de Disney sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a vraiment 46 000 lanternes à l'écran. J'ai pas compté, je ne compte pas compter, et je vous déconseille également de compter. En tout cas, le savoir-faire que Disney a acquis à ce moment-là, à réussir à faire en sorte que l'ordinateur puisse contenir une telle image sans exploser, sera clairement utile par la suite. Il en va de même pour le logiciel Dynamic Wires, qui est encore aujourd'hui essentiel à Disney. C'est marrant de se dire que les magnifiques cheveux de Elsa de la Reine des Neiges, de Mérida dans Rebelle, ou bien même de Mirabel dans Encanto, n'auraient jamais pu exister sans ce développement chaotique de Réponse. Toutes ces avancées techniques que le film a apportées justifient amplement la facture finale. Mais vous savez, c'est pas le secteur des films d'animation qui dispose des budgets les plus élevés. Car il est temps qu'on parle de l'industrie qui dépense autant pour leurs films que ce que les députés français dépensent au restaurant grâce à mes dépositions fiscales. La motion capture et les films réalistes. En introduction de cette vidéo, je vous ai présenté le terme motion capture, et étant donné que nous allons parler d'Avatar, je pense que c'est le moment opportun pour vous présenter ce que c'est. Si vous avez déjà vu passer ces vidéos d'acteurs célèbres avec des petits points noirs sur le visage, eh bien ne vous en faites pas, ce ne sont pas des boutons d'acné, et c'est dégueulasse, mais pourquoi j'ai écrit ça dans mon script? Non, ce sont des capteurs. Ces capteurs permettent de transférer la performance d'un acteur vers un personnage numérique, tout en gardant chaque nuance de son jeu. Pour la faire simple, on ne dessine pas un personnage par-dessus l'acteur, non, on traduit les mouvements de l'un vers l'autre. En fait, on peut se dire que c'est presque comme dans un jeu vidéo. Vous n'avez qu'à imaginer que toute cette technologie-là, c'est comme une manette, et que l'humain contrôle un personnage derrière un écran grâce à sa manette. Au final, dans un tournage d'un film Avatar, la seule chose qui est capturée, ce ne sont pas des vidéos classiques, mais ce sont des mouvements. Il y a des dizaines de caméras infrarouges placées tout autour de la scène qui enregistrent la position de ces capteurs. Et ces informations-là, une fois transférées à l'ordinateur, lui permettent de faire bouger le squelette du personnage. D'ailleurs, pour information, l'infrarouge, c'est une couleur de lumière trop basse pour que l'œil humain puisse la voir. Pour qu'une caméra puisse filmer quelque chose, il faut qu'il y ait une source de lumière. Or, si les acteurs avaient des capteurs lumineux tout autour de leur corps, ça aurait été gênant pour la performance, vous voyez. Ainsi, la lumière émise par ces capteurs, les acteurs ne la voyaient pas, il n'y avait que les caméras qui pouvaient la percevoir. Et c'est là que l'infrarouge devient essentiel. Retenez bien ce que je viens de vous expliquer là, car ce sera important juste après. James Cameron, le réalisateur de génie, qui a donc été en charge d'Avatar 1, 2 et 3, mais également d'autres films très connus, a révolutionné le game grâce à ce savoir-faire. Mais à la sortie d'Avatar 2 et 3, il a été confronté à un grand obstacle. Avatar 2, la voix de l'eau, est, comme son nom l'indique, un film qui nous présente beaucoup de scènes sous l'eau. Jusque-là, je vous apprends rien. Sauf que le motion capture, comme je vous l'ai dit auparavant, utilise l'infrarouge. Mais l'infrarouge, ça ne traverse pas l'eau. En fait, l'eau agit comme un filtre ultra puissant qui absorbe certaines couleurs et certains types de lumière bien plus vite que d'autres, notamment la lumière infrarouge. Donc pour Avatar 2, les ingénieurs ont dû créer un système de capture qui utilise des reflets de lumière ultraviolettes. Et heureusement, l'ultraviolet, ça traverse l'eau. Quoi qu'il en soit, tourner sous l'eau, ce n'était pas simple pour autant. En effet, les acteurs devaient retenir leur souffle pendant plusieurs minutes sous l'eau
l'eau pour ne pas générer de bulles d'air qui pourraient perturber les capteurs. Sans mauvais jeu de mots, on peut littéralement dire qu'ils se sont mis dans le bain, et ça rend les mouvements des personnages d'autant plus crédibles. Et enfin, un autre équipement bien coûteux dans les films Avatar, c'est la caméra virtuelle. Il s'agit de l'outil préféré de James Cameron. Pendant que les acteurs jouent en combinaison dans une pièce, Cameron, le réalisateur, peut regarder dans un écran spécial la scène qui lui montre en temps réel les acteurs transformés en Na'vi dans la jungle de Pandora. C'est comme s'il était directement dans la scène. Et quel intérêt, vous me demanderez? Bah ça lui permet de cadrer son film comme s'il était vraiment sur une autre planète. Ainsi, il peut ajuster le jeu, donner des vraies directives aux acteurs en fonction de la taille réelle des Na'vi. D'ailleurs, pour que l'univers au global de Pandora soit crédible, Cameron a engagé des experts en la matière. Tout d'abord, il y a eu un travail de la part de linguistes. La langue du Na'vi n'est pas un yaourt improvisé sur le moment, non, parce qu'il y a un professeur d'université américaine du nom de Paul Frommer qui a créé une grammaire, une syntaxe et un vocabulaire complet de plus de 2500 mots. Donc ça veut dire que lorsqu'on entend Neytiri et les autres parler de Turuk Maktu ou bien d'Etsahik, eh ben ce sont pas des mots random comme ça, non, ils viennent s'inscrire dans un ensemble lexical. Cameron a également engagé des botanistes et des astrophysiciens. Effectivement, chaque plante a été conçue avec un nom latin, une fonction médicinale et une explication sur la façon dont elle survit à la gravité de Pandora. Payer des scientifiques et des experts pendant des années afin d'inventer un monde imaginaire, ça coûte une fortune en salaire. Mais un autre aspect conséquent des films Avatar vient surtout se manifester à la sortie du 3, qui, en plus d'être encore plus long que ses deux prédécesseurs, il est très gourmand en ressources. Pour afficher pendant une telle durée les modèles en grande qualité des personnages mais aussi des décors, il fallait une immense puissance de calcul et un gigantesque stockage. Ce qui fait que Avatar 3, de feu et de cendres, a fait chauffer les ordinateurs. Et décidément, mais qu'est-ce que je suis drôle. Ouais, 22 pétaoctets, c'est à peu près la quantité de stockage qui était nécessaire pour contenir un tel film. Et pour vous dire, 22 PO, c'est 22 000 téraoctets, et 22 000 téraoctets, c'est 22 millions de gigas. Ça, c'est une quantité de stockage aberrante qui ferait rougir les petits ordis du CDI qui, eux, tournent à 250 gigas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que pour la production de ce film, il a fallu un groupe de serveurs immense, tournant 24 heures sur 24 pendant des mois. La consommation électrique et la maintenance que ça demande coûtent des millions. Mais les immenses quantités d'eau nécessaires pour refroidir tous ces ordinateurs n'étaient pas la dépense en eau la plus marquante pour la production de ces films. En effet, pour Avatar 2, James Cameron n'y est pas allé de main morte vis-à-vis de la création de son lieu de tournage. Il a fait construire un réservoir de 34 mètres de long sur 18 mètres de large, donc 6 mètres plus long et 3 mètres plus large qu'un terrain de basket. Et ce bassin, il contient 3,4 millions de litres d'eau. Il dispose d'une machine à vagues et de courants artificiels pour que les acteurs luttent réellement contre l'eau, rendant leur mouvement plus naturel. Sauf que maintenir la température de cette eau à au moins 30 degrés Celsius afin que les acteurs ne tombent pas en hypothermie après 10 heures de tournage par jour, ça coûte quand même pas mal en énergie. Malgré tout ça, il faut rappeler que Avatar 2 et 3 ont été tournés au même moment. Tout ce qui a été créé pour tourner le 2 a donc pu être réutilisé directement pour le 3, et tous les acteurs présents avaient 2 fois moins de trajets à effectuer, étant donné qu'ils n'avaient pas d'aller-retour à faire entre deux tournages, car il n'y en avait qu'un. Ça a également été pratique, car les acteurs particulièrement jeunes qui grandissent vite, comme celui de Spider ou bien celle de Took, n'ont pas changé d'un pouce entre les deux films. Malgré tout ça, l'addition reste salée. 460 millions pour Avatar 2 et 400 millions pour Avatar 3, en comptant le marketing, ça fait 1 milliard de dollars pour les deux. Une somme qui fait tourner la tête, mais bien que les films à Avatar soient des œuvres qui nous présentent majoritairement des images en animation, eh ben, il y a des acteurs, il y a des prises de vue réelles, donc ça explique pourquoi un tel budget. Je vous propose donc de rester dans le domaine des films réalistes, mais en revenant sur de l'animation classique, avec le live-action du Roi Lion, sorti en 2019. Et bien que ce soit un long métrage que l'on considère comme étant live-action, il n'y a absolument rien de réel. Tout ce que vous voyez actuellement à l'écran est purement fait à base d'animation 3D, et avant que je vous explique comment ça se fait, il faut qu'on parle du casting vocal. Ah, pour le Roi Lion en 2019, Disney a sorti l'artillerie lourde, hein. Pour vous dire, Simba, il est interprété par Donald Glover. Oui, Donald Glover, Childish Gambino, le mec qui a fait This is America. Et comme si ça suffisait pas, Nala, la copine de Simba, elle est jouée par Beyoncé. Non mais juste OMG, mais moi ce qui me surprend le plus, c'est que Scar, le méchant, bah le mec qui fait sa voix, c'est Donald Trump. Je plaisante, hein, c'est pas lui qui fait la voix. Enfin, peut-être, je sais plus. Non, par contre, pour Donald Glover et pour Beyoncé, c'est réel, et vous vous doutez bien qu'engager de telles personnalités, ça ne devait pas coûter le prix d'un kebab. Enfin, quoique dans la France à Macron, avec la TVA qu'on paye, on doit pas être bien loin en fin de compte. Bref, le pitch du film, c'est précisément le même que pour le Roi Lion classique sorti en 94, mais cette fois-ci, il est traité avec un photoréalisme tel qu'on croirait regarder un documentaire de National Geographic. Et malgré les nombreuses critiques indiquant que le film paraissait trop réaliste et que de ce fait, les animaux manquaient d'expressivité,
et ce long métrage a quand même eu un certain succès. Heureusement, car il a tout de même coûté 260 millions de dollars. C'est 60 millions de plus que pour Vice Versa 2 et 160 millions plus élevé que Across the Spider-Verse. En fait, on est carrément arrivé à un point où parfois l'animation coûte plus cher que des big productions en prise de vue réelle. Spider-Man No Way Home avait un budget de 200 millions de dollars, c'est 60 millions de moins que le Roi Lion live action. Mais quand tu vois l'immensité de la Terre des Lions et la quantité de détails qu'ils ont mis pour la reproduire de manière réaliste, tu comprends clairement la facture finale. D'autant plus que, vous l'avez deviné, ils n'ont pas pu avoir recours au motion capture. Évidemment, étant donné que les personnages sont des animaux, lorsqu'ils parlaient ou bien qu'ils transmettaient des émotions, on ne pouvait pas avoir recours à des visages humains. Ça aurait donné un étrange aspect d'Uncanny Valley, un concept que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Ici, tout a dû être animé à la main pour que ça paraisse naturel, ce qui est extrêmement long et coûteux. D'ailleurs, pour renforcer notre immersion dans ce monde qui est fictif, l'équipe de tournage a utilisé des véritables caméras dans la vraie vie pour filmer dans un monde faux. Je m'explique. Il y a eu des capteurs qui ont été fixés sur des équipements réels, et ces capteurs avaient pour effet de transmettre les mouvements de la caméra vers l'ordinateur. Le résultat, c'était que quand le caméraman déplaçait physiquement sa lourde caméra sur le plateau vide à Los Angeles, la caméra virtuelle dans le monde numérique reproduisait exactement le même mouvement. Et ça donne au film ces petits tremblements et ces imperfections humaines qui font croire à notre cerveau que quelqu'un était vraiment là-bas, dans la savane, avec une caméra. D'ailleurs, il y a une information que je me suis gardé de vous dire jusqu'à présent. Il y a en vérité un seul plan, qui a été tourné dans la vraie vie. Il s'agit du tout premier plan du film, le lever de soleil sur la savane. Le réalisateur l'a inséré là pour voir si quelqu'un remarquerait la différence avec le reste du film qui est entièrement numérique. Et étant donné que le film est trop proche de la réalité, c'était impossible pour les gens de remarquer la différence. Mais vous savez, moi, c'est Quano, je suis un fan de dessins animés à la base. Je ne pouvais donc pas faire cette vidéo sans vous parler du secteur des séries d'animation. D'autant plus que vous allez le voir vous-même, mais ici aussi il y a beaucoup de bravas qui tournent. Donc on va commencer gentiment avec les Simpsons. Produire un cartoon de l'envergure des Simpsons, ce n'est pas une partie de plaisir. Si la série est l'une des plus rentables de l'histoire, elle est aussi l'une des plus chères du monde de l'animation. Aujourd'hui, le coût d'un épisode de ce dessin animé peut s'élever jusqu'à 5 millions de dollars, ce qui signifie que pour une saison qui comprend 22 épisodes, Disney, qui a racheté la Fox, la société en charge des Simpsons, doit donc débourser 110 millions de dollars. Mais où part tout cet argent? Eh ben, contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce ne sont pas les dessins en eux-mêmes qui coûtent le plus cher, hein. Dessiner Homer, c'est pas du même level que de dessiner Jinx dans Arcane. Le principal élément de dépense qui fait grimper le budget pour un épisode des Simpsons, ce sont les comédiens de voix. En fait, là où dans d'autres séries c'est normal et récurrent de changer de doubleur, les Simpsons ne l'ont pas fait. Ce sont les mêmes comédiens de voix qui font les personnages principaux depuis 1989. Dan Castellaneta pour Homer et Julie Kavner pour Marge sont des véritables vétérans. Ce sont des véritables piliers dans le domaine de la performance vocale. Et là où dans les premières saisons ils n'étaient payés que entre guillemets, 30 000 dollars par épisode, aujourd'hui leur salaire par épisode peut s'élever jusqu'à 400K. Combien? 400 000 dollars. Dites-vous que juste pour payer Homer, Marge, Bart et Lisa, il faut dépenser 1,6 million par épisode. Et en fait, depuis tout à l'heure, je précise que ce sont des comédiens de voix et non des comédiens de doublage, car la différence est hyper importante. Le comédien de voix doit créer une voix pour le personnage, c'est donc lui qui joue la VO, et le comédien de doublage se base sur la VO pour doubler le personnage dans sa langue. Et cette différence, elle est importante tant par la tâche que par le salaire. 30 000 €, c'est à peu près la rémunération que peut espérer un doubleur après une saison des Simpsons et pas un épisode. À titre de comparaison, ce qu'un acteur américain gagne en 2 minutes de dialogue équivaut parfois à ce que le doubleur français gagne pour une saison entière. Cette différence-là, elle est tellement élevée qu'on peut même plus la qualifier d'aberrante, là c'est carrément maladif. Et pourtant, elle peut s'expliquer très simplement et par une raison complètement légitime. En effet, le marché n'est pas le même du tout. Tandis que la version originale est vendue dans le monde entier, et la version française n'est destinée qu'à un public francophone. Ainsi, le retour sur investissement n'est pas du tout pareil pour les producteurs. Le statut également des comédiens originaux et des doubleurs n'a rien à voir. Aux States, les voix sont les personnages. C'est-à-dire que l'artiste qui joue Homer fait également la promotion de la série. Il fait des interviews sur des plateaux télé. Alors qu'en France, les doubleurs sont considérés comme des techniciens de l'ombre, même si le public les adore. Philippe Pétuet, la voix d'Homer, et Véronique Augereau, la voix de Marge, sont des superstars nationalement reconnus. De toute façon, le domaine du doublage est tellement vaste et parfois injuste que cela mériterait une vidéo à part entière, donc n'hésite pas à le dire en commentaire si tu souhaites que j'en fasse une. Un autre aspect qui fait grimper la facture par épisode, c'est le scénario. Écrire une bonne histoire
histoire c'est dur, mais écrire une bonne histoire comique, parfois ça l'est encore plus. En effet, la force des Simpsons réside dans la densité de ses blagues. Le ratio gag par minute est hyper élevé, et ça c'est surtout dû à une écriture collective, voire intensive. Là où une série classique dispose d'une petite équipe, les Simpsons emploient une vaste équipe de scénaristes et de consultants qui travaillent chaque script des dizaines de fois, et même qui les revoient pendant des réécritures en comité. Faire de l'humour, ce n'est pas une partie de rigolade. Eh ben oui, c'est un business. Moi par exemple, quand je vous fais des blagues dans mes vidéos, ce n'est pas pour vous faire rire, hein, c'est pour mon image. C'est le mec. Mais bon, vous le savez déjà parce que je l'ai dit en introduction de cette vidéo, mais la série d'animation qui coûte le plus cher à produire, c'est pas les Simpsons. Ainsi, je suis content qu'on arrive enfin à mon moment préféré de cette vidéo, le moment où je vais vous parler d'Arcane. En fait, on va pas parler d'une simple série là, on va parler de la proposition la plus ambitieuse de la décennie qui a redéfini la vision qu'on se faisait des dessins animés. Grâce à Arcane, les dessins animés ne sont plus vus comme un média réservé aux enfants, ou bien juste là pour faire rire, car ce chef-d'œuvre nous propose une histoire prenante du début à la fin qui ne nous est pas amenée par le ton de la vulgarité ou de l'humour. Arcane est devenu un exemple à suivre et de nombreuses œuvres ont suivi ses traces par la suite. Je pense notamment à Blue Eye Samurai sorti en 2023, ou bien même Le Roi Loup plus récemment sorti en 2025. Et en tant que fan de l'univers global ayant découvert grâce à la série, oui je suis ce genre de personne, eh ben je peux quand même vous assurer qu'en voyant la qualité de l'œuvre, chaque centime dépensé me semble justifié. Et on parle quand même de 250 millions de dollars dépensés pour les 2 saisons, ce n'est pas rien. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi cette facture est aussi légendaire que le système de combat de Runeterra. Et alors en fait j'ai dit légendaire parce que le jeu s'appelle Legends of... Quand tu dois expliquer une blague, ça veut généralement dire qu'elle n'est pas drôle. Mais vas-y, je l'ai placé là parce que personne ne parle jamais de Runeterra. Tout le monde parle de League of Legends, mais jamais de Legends of Runeterra. Il faut rétablir la justice un peu. En comptant le marketing, produire un épisode d'Arcane s'élève à 13,8 millions de dollars. Et juste avant que je vous parle de l'animation et du studio français qui est derrière la série, ce studio qui compte d'ailleurs parmi les animateurs et animatrices les plus boostés de la planète, eh ben faut que je vous parle un peu du scénario. Je ne spoilerai absolument rien, car c'est une œuvre que je vous conseille fortement d'aller regarder. Donc pour la faire courte, l'histoire se déroule à travers 2 cités qui s'opposent. D'un côté on a Piltover, une ville riche où habitent les gens de la haute société, et de l'autre côté on a Zone, ce sont les bas-fonds, pollués, sombres et dangereux, où habitent les personnes plus pauvres. On suit la relation conflictuelle entre 2 sœurs. Elle c'est Vi, et elle, si vous n'avez pas regardé la série, vous la connaissez sous le nom de Jinx. Si le scénario marche autant, c'est que t'as absolument pas besoin de connaître League of Legends pour adorer. C'est d'ailleurs mon cas, hein, je vous l'avais dit précédemment. Les personnages sont profonds et nuancés. En fait, y a pas vraiment de gentil ou de méchant absolu. Tu peux te mettre du côté de tout le monde, pour la plupart. La qualité du scénario d'Arcane, c'est sans aucun doute son atout numéro 1, et pourtant, les gens parlent beaucoup plus de l'animation. En effet, c'est le studio Fortiche, qui porte d'ailleurs très bien son nom, qui produit la série. En fait, contrairement aux productions classiques qui cherchent à gagner du temps et à optimiser le processus de création, Fortiche utilise des techniques hybrides et complexes et ils prennent leur temps. Je m'explique. Les personnages sont modélisés en 3D, mais les décors et les textures sont peints à la main. Chaque plan demande un ajustement manuel pour que les éclairages et les détails ressemblent à un véritable tableau. Et ça prend un temps fou. Pour vous dire, il a fallu 6 ans pour produire la saison 1. Et à vrai dire, Riot Games, l'entreprise derrière League of Legends, donc ceux qui sont derrière tout ça, n'ont fait aucun compromis. Ils ont décidé d'entièrement financer la série en interne, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait appel à aucun investisseur extérieur. Étant donné que c'est eux qui finançaient tout de A à Z, ça signifie que Riot Games et Fortiche avaient une liberté totale, comme par exemple celle de choisir les stars de leur choix pour les performances vocales. Vi est interprétée par Hailey Steinfeld, la voice actrice de Gwen dans Spider-Verse, et Jinx est interprétée par Ella Purnell. 2 artistes talentueuses et surtout très expressives. Ça tombe bien parce qu'en jetant un coup d'œil, vous pouvez remarquer que les personnages d'Arcane ressemblent visuellement à leur voice acteur. Quand tu regardes Echo et son comédien de voix, la ressemblance est frappante. Et pourtant, les animateurs de chez Fortiche n'ont absolument pas utilisé le motion capture, c'est-à-dire qu'ils ont modélisé consciemment leurs personnages afin qu'ils ressemblent à leur voice acteur. Et ce genre de détails, ils étaient pas obligés de le faire, mais ce sont ce genre de choses qui viennent témoigner la passion qu'ils éprouvent envers leur métier. Mais s'ils n'ont pas eu recours à la motion capture, comment est-ce qu'ils ont fait pour retranscrire un tel réalisme émotionnel? Eh ben pour ce faire, les animateurs se sont filmés eux-mêmes dans les studios en train de jouer les scènes. Ils passaient un réel moment d'amusement à prendre des accessoires qui leur passaient sous la main pour simuler les armes des persos. Après s'être filmés, ils étudiaient leurs propres expressions faciales et corporelles pour les recréer manuellement sur les modèles 3D, pour donner ce côté nerveux et animé, pour qu'on ait l'impression de regarder un épisode de Demon Slayer alors que c'est de l'animation 3D, et Fortiche joue avec la vitesse de l'image. Les personnages bougent généralement en 24 images par seconde pour la fluidité. En revanche, les effets spéciaux tels que la fumée, le feu ou
les explosions sont souvent dessinées en 2D traditionnel et elles sont animées à 12 images par seconde. Ce décalage crée un contraste visuel qui donne une énergie folle au combat et aux scènes d'action. Mais surtout, comme pour Spider-Verse, des imperfections sont rajoutées volontairement. Sauf que cette fois-ci c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire que les gens qui font le chara design peignent des cernes sous les yeux des personnages, des rougeurs sur le nez, des pores de peau irréguliers et même des micro-cicatrices. Tous ces aspects visuels qui peuvent être assimilés à des défauts dans la vraie vie rendent en réalité la série plus crédible et immersive. Mais la forme d'imperfection la plus appréciable, c'est la direction artistique autour de Jinx. Pour traduire son caractère imprévisible, les gribouillages fluo qui apparaissent à l'écran sont ajoutés directement sur l'image finale par les animateurs 2D. C'est exactement comme si quelqu'un faisait un graffiti sur le film. Et vous savez à quel point j'adore les tags, je pense qu'avec ce que j'ai dans la main, ça se voit. Maintenant, en introduction de cette vidéo, j'avais posé la question suivante. Est-ce que l'animation coûte si cher dans un élan artistique ou bien pour se faire encore plus de thunes? Et bien même si pour la plupart que j'ai évoqués, et Disney en particulier, s'ils payent autant, c'est surtout pour les bénéfices, pour Arcane, tu ne peux clairement pas dire la même chose. Et pour vous le prouver, on va faire un peu de mathématiques. Pour 18 épisodes, ils ont dépensé 250 millions de dollars. Et d'après des études sérieuses effectuées par Bloomberg notamment, les diffuseurs officiels d'Arcane, qui sont Netflix et Tencent pour la Chine, payent 3 millions de dollars chacun, ce qui fait par épisode un bénéfice de 6 millions de dollars. 18 épisodes x 6 millions égale 108 millions de dollars de bénéf. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 250 millions, mais on leur a rendu uniquement 108. 250 millions moins 108 millions égale 142 millions. En d'autres termes, effectuer l'opération Arcane leur a fait perdre 142 millions de dollars. Sauf que Riot Games, ils s'en fichent un peu. D'une certaine manière, Arcane, ça fait de la pub à League of Legends, leur source principale de revenus. Mais au-delà de la pub, l'immense qualité de la série vient surtout donner de la crédibilité à l'univers global. Chez Riot, ils ont accompli l'exploit de venir sur un terrain qui n'était pas le leur pour le changer à jamais. Waouh, cette vidéo était vraiment longue, mais au moins j'ai pu rentrer dans les détails, je trouve que c'est important. Je te propose de t'abonner, les prochaines vidéos seront encore meilleures, je sais que tu ne veux pas rater ça. Écoutez, c'était Quano, bye bye.